Bienvenue pour cette demi-journée de restitution là, du travail du groupe de travail sur les argiles gonflantes, sur la recommandation sur la prise en compte du gonflement des terrains argileux pour la conception des infrastructures profondes. Le titre est un petit peu long, mais bon, on a voulu quand même bien expliciter ce qu'on voulait dire dans cette recommandation. Donc on va vous présenter donc le travail qui a été fait depuis 8 ans environ, avec une présentation qui va suivre un petit peu le sommaire de notre recommandation. Bon, je vous fais une petite présentation rapide, une introduction générale du contexte de ce groupe de travail. Et puis on va dérouler la recommandation avec Jean-Pierre Magnan qui va nous présenter la première partie, donc sur tout ce qui est caractérisation et essai, sur le principe du gonflement des argiles dans le cadre des grandes infrastructures. Donc toute la partie sur les essais, c'était un gros travail avec l'aide de Jean-François Serratrice. Donc je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais bon, j'insisterai beaucoup sur le travail de Jean-François pendant toutes ces années, où il a été vraiment la cheville ouvrière, on va dire, de cette partie, en particulier sur les essais. Vous connaissez le travail de Jean-François sur tout ce qui est essai d'essai de gonflement. Ensuite, on va dérouler le travail sur chaque type d'ouvrage qui a été étudié dans le cadre de ce groupe de travail. Donc sur les écrans de soutènement présentés par Paul Vidil de Sol étanche. Tout ce qui est les radiers des grandes excavations, à la fois les ouvrages à ciel ouvert et les tunnels, donc présentés par Grégory Meyer des Gilles Géotechniques, les fondations profondes, Alexandre Bossier donc de Terrasol, et puis une application pratique donc sur la ligne, sur la gare Clichy-Montfermeil, donc sur la ligne 16 du Grand Paris, présenté à la fois par Dino Mamutovic des Gilles Géotechniques et Martin Kahn de Terrasol, avec donc deux approches un petit peu différentes, deux approches qui sont présentées en détail dans le chapitre sur les radiers. Alors, pour présenter un petit peu le groupe, ceux qui assistent aux AG du CFMS ont peut-être déjà vu ces diapos. Le groupe a donc... il comportait au total 18 membres. Alors il y en a qui étaient là au début, qui sont repartis, il y en a qui sont arrivés en cours de route, etc. Globalement, c'est ceux qui ont été, on va dire, les plus actifs pendant ces 8 années. Donc avec une bonne représentativité de la profession, avec donc des BE d'entreprise, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage. Maîtres d'ouvrage, on en avait une petite représentation, des BE de sol, des bureaux de contrôle, une bonne représentativité du monde universitaire. Et donc voilà, je pense qu'on a vraiment pu avoir les deux aspects, les aspects sur les approches d'entreprise et sur les approches un peu plus universitaires, recherche, ce qui nous a permis de se conforter sur la vision de ce qu'on avait, de comment on voyait ce problématique de gonflement. On a eu une première relecture par 3 relecteurs vraiment extérieurs au groupe de travail, donc Luc Boutonnier, Sébastien Burlon et Vincent Percé, et puis 3 relecteurs de la CST, Pascal Aguado, Sylvie Bretel et Laetitia Pavel, qui donc, ont fait la dernière relecture, on va dire, du texte. Donc un peu l'historique de ce groupe de travail. Il est issu de réflexions lorsqu'on a commencé à travailler un peu au niveau des ingénieries sur le Grand Paris, en particulier sur les gares du Grand Paris. On s'est aperçu que ça partait un peu dans tous les sens, dans les méthodes de dimensionnement, en particulier sur les radiers. Chacun avait une vision de cette problématique et on avait des approches différentes, des choses des fois qu'on ne comprenait pas, des choses qui conduisaient à des choses qui nous paraissaient très lourdes, très, très, très difficiles à réaliser. Donc on s'est dit, un peu poussé avec la SGP, la SGT n'a pas
été représenté un moment dans le groupe de travail, mais est reparti. Mais bon, en tout cas, on avait cette volonté au niveau de la SGP, avec la SGP, de faire avancer un petit peu le sujet. Donc c'était en 2016. C'était donc à l'époque, on était donc à la CST, des discussions à la CST. Et on a monté ce groupe-là, donc avec Jean-François Serratrice, qui était vraiment en charge de toute la partie essai, caractérisation, et puis donc des représentants pour chaque type d'ouvrage. Donc on a quand même fait 45 réunions, avec un rythme assez régulier. Ça, on a eu je dirais, pendant toute la durée, il n'y a pas eu de période d'arrêt. Globalement, on a tenu ce rythme-là, y compris pendant la période Covid, on a fait quelques réunions à distance. Alors le groupe, comme je l'ai dit, il s'est un petit peu dispersé, il y en a qui sont repartis. On a eu quand même un noyau vraiment qui a été là, je pense qui est là depuis le début, depuis vraiment la création de ce groupe, très actif, avec vraiment des personnes qui ont bien participé, qui étaient là systématiquement, qui ont rédigé, etc. Donc vraiment un noyau dur qui a permis de faire quand même avancer la recommandation. Bon, ça a été long, c'est pas quelque chose qui est très facile. On a eu pas mal de difficultés à converger sur déjà ce que c'était, qu'est-ce que c'était cette problématique de gonflement des argiles. Mais bon, voilà, on a réussi petit à petit à avancer pour trouver un texte qui nous maintenant est abouti et j'espère permettra de faire avancer le dimensionnement de tous ces ouvrages. Alors, donc au départ, on avait vraiment deux groupes qui travaillaient un petit peu séparément, un groupe donc, travaillant sur l'aspect définition du mécanisme et essai, et un autre groupe qui travaillait en parallèle sur la partie dimensionnement des ouvrages. Rapidement, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait mieux qu'on soit ensemble, qu'on soit tous ensemble pour vraiment que en particulier les essais soient bien en lien avec les méthodes de calcul. Donc on s'est tous, au bout de depuis 2 ans, on s'est dit il faut vraiment qu'on travaille ensemble, ceux qui travaillent sur la caractérisation et ceux qui travaillent vraiment sur les méthodes de dimensionnement. Donc sur le sommaire, comme je l'ai vu, comme vous l'avez vu sur le déroulement de l'après-midi, le sommaire, il va suivre, il suit ce qu'on va vous présenter cet après-midi. Donc avec une partie sur la définition du problème, quels sont les terrains concernés, qu'est-ce qu'un terrain gonflant. Une partie, donc tout ce qui est essai, caractérisation des propriétés mécaniques des terrains gonflants. Donc ça, c'est vraiment les deux chapitres de base pour bien se mettre d'accord sur la caractérisation et sur les essais. Et ensuite, donc, on a un chapitre par type d'ouvrage qu'on a voulu étudier. Les parois, soutènements verticaux, les radiers sur argile gonflante, les tunnels et les fondations profondes. La structure de... Alors, si je reviens vraiment sur la structure, mais Jean-Pierre détaillera plus, sur les premiers chapitres, partie sur bien sur les notations. On a passé pas mal de temps sur comment vraiment bien être en phase sur les notations. Tout ce qui est domaine et d'application que je vais vous présenter rapidement. Les généralités sur les terrains concernés. Et puis ensuite, donc sur la problématique, quelle est l'origine du gonflement de ces argiles. Et donc ensuite, tout le chapitre sur la caractérisation des propriétés mécaniques des terrains gonflants, sur les types d'essais qui sont réalisés et les types d'essais qu'on va préconiser dans le cadre de nos études. Et comment bien faire ces essais, comment bien les interpréter. Ensuite, sur chaque type d'ouvrage, on retrouve un petit peu la même structure, c'est-à-dire qu'on a un chapitre sur un peu le retour d'expérience, quelles sont les pathologies, est-ce que vraiment ça a été un problème dans le dimensionnement de ce type d'ouvrage, et puis donc les spécificités de ce type d'ouvrage. Et donc on a surtout insisté dans le cadre de nos grands travaux, pour les écrans de soutènement, c'était quand même plutôt la problématique parois moulées, écran rigide vis-à-vis d'une poussée potentielle, une poussée horizontale éventuelle.
Donc ça, c'est vraiment sur la partie présentation de la problématique pour l'ouvrage. Et ensuite, le chapitre est un chapitre sur le dimensionnement des soutènements, les méthodes de calcul, comment utiliser les essais, comment bien adapter les essais à l'ouvrage, et donc le dimensionnement. Donc on a ça sur les écrans de soutènement. La problématique écran de soutènement, elle a été assez facile en fait. Paul vous en parlera, mais on a vite conclu sur comment prendre en compte cette poussée. Paul y reviendra. Le vrai problème, c'était quand même les radiers. Donc vous voyez la taille. En gros, on avait, je sais pas, peut-être une dizaine de pages sur même pas sur les parois, et on a 40 pages sur la partie radiée. Donc on retrouve quand même la même structure sur les retours d'expérience, où là on a quand même il y a des vraies pathologies sur les radiers posés sur des terrains argileux. Et ensuite, on développe le principe, on va dire de manière assez générale, principe de calcul de la décompression des sols argileux, les essais adaptés à la problématique radiée, les choix de conception. On a voulu beaucoup insister pour essayer d'avoir un panel assez large de tout ce qu'on a pu rencontrer. Et je dirais même sur le projet du Grand Paris, on a quasiment toutes les méthodes que vous voyez là sur les 6 méthodes, différentes méthodes, on les a rencontrées quasiment systématiquement. Sur une des gares du Grand Paris, on a un exemple de ce type de conception. Donc on voit que pour le même type de problématique, on peut avoir 6 réponses différentes en fonction des ingénieries. Donc on a ensuite, pour chaque type pour choix de conception, des méthodes de calcul. Et pareil, même sur une seule méthode, sur une conception d'ouvrage, sur un type de radier, on peut avoir 4 ou 5 méthodes de vérification possibles avec des approches très simples, très basiques, analytiques, des méthodes beaucoup plus poussées avec des modélisations numériques 3D, etc. Les tunnels. Alors les tunnels, finalement, c'était un sujet qui a été assez vite réglé aussi. Il y avait déjà pas mal de choses qui existaient. Il y avait des principes de prise en compte du gonflement dans les tunnels. On n'a pas eu trop de discussions polémiques. On a vite conclu assez rapidement, je dirais, sur comment traiter la problématique du gonflement en tunnel. Sur les fondations profondes, un peu plus compliqué, je dirais, peut-être à se mettre d'accord sur vraiment qu'est-ce qui se passait avec lorsqu'on avait des terrains, des problématiques gonflement avec des fondations profondes. Et ce sera donc Alexandre qui nous présentera comment la manière de prendre en compte ce gonflement. On a aussi pas mal d'annexes. On a essayé. Alors, on a un texte qui est quand même assez dense. Il fait plus de 150 pages, plus de 150 pages. Il y a des chapitres qui ne sont pas forcément très faciles à lire. Il faut s'y plonger, en particulier le chapitre radié. Donc, il y a quelques méthodes de calcul qu'on a voulu mettre en annexe. Donc, sur l'annexe 4. On a une annexe sur les classements. Alors ça aussi, c'est un peu fait polémique, savoir si on avait besoin de mettre dans cette recommandation ce qui concerne plutôt la problématique retrait-gonflement. Mais au moins, ça donnait quand même savoir identifier quels sont les terrains gonflants au démarrage d'un projet. Une annexe 2 sur les études biblio, concernant les radiers essentiellement. Et puis une annexe 4, une annexe 3 plutôt, rédigée par Jean-François Serratrice, sur tout ce qui est sur prélèvement et conditionnement des échantillons, qui est vraiment intéressante, qui n'est pas forcément valable que pour cette problématique-là, mais en tout cas, on a cherché quand même à la mettre en place, parce que le travail nous semblait vraiment pertinent. Alors pour finir, moi je vous présente juste l'introduction de notre recommandation. Donc sur les domaines et limites d'application. Donc je précise bien que cette recommandation, elle concerne donc la conception et la réalisation des ouvrages en interaction avec des
des terrains donc, potentiellement gonflants, donc des ouvrages enterrés de taille significative, et on exclut complètement la problématique retrait-gonflement de surface pour des fondations de bâtiments, de petits bâtiments en construction superficielle. Donc on n'est vraiment pas du tout rentré dans ce domaine-là. Alors peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui étaient intéressés par cette problématique-là, mais en tout cas on ne la traite pas. Hein, en tout cas, on n'est pas vraiment dans ce contexte-là. Et donc on s'intéresse aux ouvrages, des ouvrages enterrés à des profondeurs suffisantes pour qu'on soit dans des terrains saturés, dans des argiles saturées, et donc qui échappent à cette problématique au phénomène d'assèchement et de rehumidification liés aux variations climatiques. Et donc voilà, le domaine de validité de ces recommandations, c'est également les terrains totalement saturés. On a également écarté les cas un peu particuliers des ouvrages à très grande profondeur. On vise un peu CIGEO dans les argilites à 500 mètres de profondeur. On peut avoir des phénomènes qui peuvent être considérés comme du gonflement. Voilà. On n'a pas voulu traiter ce cas un peu spécifique qui demande quand même des approches, on va dire, des choses un peu particulières. On a également écarté tout ce qui est problématique gypse, anhydrite, schiste-carton, matériaux de remblai type scorie avec de la chaux, où là on est vraiment aussi sur un comportement atypique. Il faut que ce soit traité cas au cas par cas. Et on ne peut pas vraiment utiliser les méthodes un peu génériques qu'on présente dans notre recommandation pour ces types de terrains. Et donc on est aussi, on s'est quand même basé, le groupe était un peu quand même franco-français, donc on s'est basé beaucoup sur nos expériences acquises en France, beaucoup sur la région parisienne, parce qu'on rencontre quand même cette problématique beaucoup dans les terrains sédimentaires de la région parisienne. On avait quand même une approche sur le sud de la France, en particulier sur Marseille. Le Stampien de Marseille est connu pour avoir aussi également des problématiques gonflement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut l'utiliser que sur nos terrains français. On a quand même des méthodes qu'on pense être compatibles avec des ouvrages à l'international. Mais bon, il faut s'assurer du contexte normatif, etc. Pour finir cette présentation, pour spolier un peu toute l'après-midi, la recommandation, on va dire, elle est finalisée. La rédaction, elle est achevée. On n'a pas complètement finalisé la mise en forme, c'est-à-dire qu'on a une première version qui a été mise en forme par Madame Scotto. On est en cours de vérifier que tout a bien été pris en compte. À chaque fois qu'on commence à relire, on s'aperçoit qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. Donc finalement, ça demande quand même encore beaucoup de travail. On pensait avoir finalisé, l'objectif c'était pouvoir vous présenter la version finale et qu'elle soit disponible directement sur le site dès aujourd'hui. Ce ne sera pas le cas. On y est quand même, on n'est pas loin. On va y arriver, j'espère d'ici un mois, au moins pour la milieu de l'année, qui j'espère sera mise en ligne mi-2024. Voilà, c'est vraiment essentiellement une question de forme, des schémas qu'il faut mettre au propre, etc. Mais voilà, on voit le bout du travail après ces 8 années. Et donc voilà, je voulais quand même remercier toute l'équipe du groupe de travail, les relecteurs, parce que ça a été quand même un super boulot. On a pu bien travailler tous ensemble et j'espère qu'on est arrivé à quelque chose qui sera vraiment bien utilisé par la profession, qui permettra d'avoir des choses qui nous paraissent plus normales pour nos grands ouvrages qui restent encore à construire. Alors même si on n'a pas pu faire profiter tout le Grand Paris, la première moitié du Grand Paris pour ces ouvrages, de cette recommandation, j'espère que tous les travaux qui restent à faire, il y en a encore, permettront d'être mieux dimensionnés de manière robuste, mais également bien sans excès. Voilà pour cette première partie, puis je laisse la parole
à Jean-Pierre pour la partie essai, caractérisation essai.